Ok, bonjour à tous pour ceux qui nous regardent. Donc ici, on va développer un nouveau concept. On en avait déjà fait un ou deux, c'était un petit podcast où on invite en général un entrepreneur et on peut discuter avec lui. Aujourd'hui, on retrouve Julien, qui est sûrement beaucoup plus connu que nous, mais on va quand même le laisser se présenter pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Et ensuite, on va discuter entrepreneuriat, un petit peu immobilier, on va aborder plein de sujets, mindset, etc. On va tous s'enrichir et on va partager un peu tes expériences. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, enchanté. Donc, Julien Graham, 34 ans, et je suis dans le coaching, le management et bien sûr l'entrepreneuriat. J'habite à Bruxelles et je travaille un petit peu partout en ligne. Voilà. Ok, super, je peux direct enchaîner avec la deuxième question. Donc ici, on va beaucoup parler entrepreneuriat, Voilà, parce que ok. je pense que toi, tu es un petit peu moins centré sur l'immobilier. Donc ça, on y viendra par la suite. Mais à quel âge est-ce que tu as senti que tu avais cette fibre entrepreneuriale, où tu t'es dit, en fait, une carrière typique, j'ai envie de dire, où tu commences à Mhm. travailler pour une boîte, en fait, tu fais la même chose peut-être pendant 40 ans. Ouais. C'est pas fait pour moi. Moi, j'ai envie de développer des trucs ou autre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors, moi, c'est venu comment? C'est venu à 21 ans. Et en fait, ça a été suite à des décisions personnelles un peu spéciales. En gros, j'étais étudiant, puis j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler. Et mon premier job, c'était commercial dans une salle de fitness. Donc jusque-là, rien de spécial. Maintenant, ce qui m'a tourné vers l'entrepreneuriat, c'est que j'adorais les voitures. Genre, j'aime toujours les voitures. J'avais acheté une série 3 à l'époque. J'avais fait un financement. Et en fait, je me suis rendu compte que avec le financement, tout et mon salaire, je arrivais à tout payer, mais c'était un petit peu juste en fait. Ça allait, mais j'étais pas large. Et je me suis dit en fait, si je dois en plus un jour avoir un loyer et d'autres frais, comment je vais faire? Et là justement, j'ai commencé à me rendre compte que je gagnais quand même bien, je gagnais 1600 euros par mois, quelque chose comme ça. Mais avec mes sorties, etc., parce que je vivais comme un jeune, hein, donc normal, je sentais que c'était un peu serré. Donc je me suis dit, voilà, est-ce que plus tard, en évoluant, je vais gagner plus? Je me suis renseigné, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Et donc je me suis dit, voilà, donc je me suis dit, mais si un jour je veux vraiment vivre comme ça, il va falloir trouver une solution. Et je me suis renseigné, je me suis rendu compte que les gens qui faisaient ça, ils étaient entrepreneurs. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a donné un déclic. Je me suis dit, ok, vu que je veux plus, il faut que je fasse plus et il faut que je commence à penser différemment, quoi. C'est venu comme ça. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas si vous avez une question déjà ou... Non, c'est clair. Et tu as commencé l'entrepreneuriat alors à 21 ans. Je sais que tu as acheté ta première voiture de luxe à 26 ans. Ouais. Ça t'a donné quel sentiment, tu vois? En fait, de toutes les voitures que j'ai eues et de toutes celles que j'aurai encore à l'avenir, j'en suis sûr, c'est celle qui m'avait donné le plus d'émotions parce que c'était ma première belle, vraiment, vraiment belle voiture. J'ai toujours eu des quand même belles voitures, mais là, c'était vraiment au-dessus. Et surtout, c'était la voiture qui m'avait fait en fait démarrer l'activité. Parce que, en fait, ce qui a fait que j'ai démarré mon activité entrepreneuriale, c'est que j'ai vu une personne qui avait cette voiture-là et j'étais assez curieux, j'ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie et de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire la même activité. Et du coup, c'était mon goal du début, en fait. Donc, le fait d'avoir ton goal plusieurs années plus tard, c'était vraiment une sensation que j'aurais peut-être plus jamais avec d'autres voitures, malheureusement, mais c'était vraiment top, quoi. Je te coupe 2 secondes. Par rapport à ça, donc cette personne, c'était un peu comme un mentor. C'est ça, tout à fait. Ok. C'est ça. Ouais, tout à Est-ce fait. que ça t'a servi d'avoir quelqu'un comme ça sur qui tu pouvais en tirer peut-être un exemple et avancer en disant voilà, je veux être comme ça. Oui, parce que en fait, on met beaucoup en avant le côté d'être self-made. Mais pour moi, quand tu es self-made, il y a toujours une personne, il y a toujours un mentor, il y a toujours quelqu'un qui te pousse derrière, il y a toujours quelqu'un qui t'inspire. Que ce soit, des fois, ça peut être un mentor avec qui tu as un contact, donc une personne vraiment avec qui tu échanges. Et ce qui est bien, c'est que de nos jours, justement, avec Internet, tu peux aussi avoir un mentor que tu ne connais pas, mais à travers son contenu, tu t'identifies et tu t'améliores. Et un jour, tu vois cette personne-là et tu te dis, mais en fait, j'ai fait tout ça grâce à ton contenu, en fait. Donc la personne, en fait, t'es mentoré, mais sans vraiment le vouloir. Mais je pense que oui, de nos jours, il y a d'office, tout le monde, tout le monde fait appel à un mentor. On ne peut pas tout réussir tout seul, on n'a pas la science infuse, Ouais. donc c'est normal. Donc pour toi, un mentor, c'est pas forcément une personne que tu as rencontrée, ça peut être une personne que tu suis à travers les réseaux Oui, ou des ouais, tout à vidéos. fait. Moi, aujourd'hui, par exemple, je dirais pas que j'ai des mentors, mais j'ai des grandes sources d'inspiration quand même. Et ce sont des personnes qui ne me connaissent pas et ne savent pas que j'existe. Mais à travers leur contenu,
je vais l'analyser, je vais décrypter ce qu'il y a entre les lignes et je vais pouvoir l'appliquer dans ce que je fais. Et ils sont dans quel secteur Moi, je prends dans tout parce qu'en fait, je pars du principe, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pars du principe que tu n'as jamais la personne parfaite. Tu prends un petit peu de cette personne, un petit peu de cette personne, un petit peu de cette personne par rapport à ta personnalité et de là, tu crées après ton propre branding et d'autres personnes s'identifient à toi et ça fait une chaîne en fait et ainsi de suite en fait. T'as des noms? Ouah, des noms comme ça. Plus américains ou, Moi, je reste plus en anglophone. Je préfère vraiment en anglophone parce que il y a une longueur d'avance. Mais aujourd'hui, je prends, même chez les francophones, je prends chez tout le monde, hein. Honnêtement, quand je regarde comme ça des noms de gens que je regarde, il y a tout. Hormozy, Iman Gadzi, Yomi, Oussama, je prends... Moi, ils sont inspirants. Hein. En fait, je prends chez tout le monde parce que, en fait, chez chaque personne, tu as des choses qui vont être intéressantes ou pas. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que des fois aussi, tu vas voir un influenceur business français, et en regardant des anglophones, tu vas voir la source, en fait. Tu vas voir que, ok, donc quand il fait ça, en fait, ça revient de là. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Joshua Mayo aussi, enfin, j'en ai vraiment tellement comme ça, juste comme ça de vue de nez que... Même Jonathan Hachi aussi, je regarde ce qu'il fait aussi. Selon toi, on ne va pas assez voir ce qui se passe ailleurs? Parce que j'ai l'air un peu de ressortir cette conclusion dans ce que tu dis. Tu vois que voilà, je le vois sur cette chaîne francophone. Et peut-être, en fait, c'est déjà tu vois, le cas sur une chaîne anglophone ou aux États-Unis. Je dirais que le grand souci, c'est que nous, les francophones, on ne parle pas anglais, la plupart. La plupart, maintenant, ça se démocratise heureusement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu ne parles pas anglais, pour moi, tu passes vraiment à côté de quelque chose parce que les 3/4 de ce que tu reçois et que tu payes, tu l'as en anglais gratuitement déjà. Et tu ne l'as pas en traduction, tu l'as en original. Donc déjà là, pour moi, tu perds quelque chose. Et parce qu'en fait, le temps que ça arrive au niveau anglophone, que ce soit traduit et qu'après ça buzz au niveau francophone, tu perds plusieurs mois. Par exemple, le ChatGPT, on en parle beaucoup maintenant, mais sur des chaînes anglophones, tu peux voir qu'on en parlait déjà il y a 4, 5, 6 mois. Et tu te dis, mais en vérité, il y a un décalage qui est énorme. Il y a peut-être des gens qui ont payé des formations qui ont été créées de A à Z avec ChatGPT, en fait. Et ça arrive seulement maintenant au niveau des francophones. Donc voilà, quoi. En gros, ce que tu insinues, c'est qu'il faut aussi développer ses compétences, toujours aller de l'avant, et ça va te permettre de découvrir des nouvelles choses. En fait, l'avantage, c'est que quand tu as l'information à la source, tu peux être le précurseur. Tu peux amener la chose et on va dire « Ah, c'est un truc de fou, c'est une nouveauté », alors qu'en soi, c'est pas nouveau. C'est juste que tu as eu l'information avant les autres, en fait. Après, comment est-ce que tu expliquerais ce fait qu'on juge que la source, c'est l'Amérique et éventuellement ceux qui parlent anglais? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que nous, à un moment, on va être la source de quelque chose, justement en France, en Belgique, par rapport aux mecs qui parlent français? Je dirais que parce que déjà, l'entrepreneuriat n'est pas dans notre culture à la base. C'est-à-dire qu'ici, on en parlait tout à l'heure en off-caméra, mais ici, quand tu parles business, tu es un peu un ovni, tu es dans quelque chose, c'est spécial. Alors qu'aux États-Unis, c'est la débrouille. Et quand c'est la débrouille et que tu n'as pas d'aide, tu trouves des idées pour faire de l'argent, même à court terme. Donc, tu es dans cette dynamique d'entrepreneuriat, de se débrouiller, en fait. Tu sais, on dit que dans les pays européens, on a pas mal d'aides. On est bien parce qu'on a des aides au niveau de la santé, on a une retraite, on a tout ça. Mais toutes ces choses-là, ce sont des zones de confort qui font qu'on va beaucoup moins chercher à entreprendre. Nous, à l'école, on nous a dit quoi? Tu trouves un travail, tu trouves ta planque, tu as ton salaire, tu achètes ta maison et puis basta. Mais combien d'histoires d'Américains on entend que tu prends Jordan Belfort, on se dit à 16 ans, il allait vendre des glaces sur la plage pour faire de l'argent de poche. Puis à un moment, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez, donc il a commencé, et que les gens étaient intéressés, il a commencé à prendre des autres gamins pour qu'ils fassent la même chose, mais il prenait des commissions sur ce qu'ils font. Enfin, tu vois, en fait, c'est une culture, tu vois, c'est vraiment une culture. Et je pense que si on n'a pas élevé des gens dans une culture comme celle-ci, en fait, en gros, moi, je pars du principe que quand tu cherches, tu trouves. C'est-à-dire que si tu te concentres tous les jours à chercher des moyens de faire de l'argent, tu vas en trouver. Mais si ton cerveau a jamais été programmé à ça, en fait, ta vie, elle passe, mais tu cherches jamais, en fait. Et je pense que les anglophones, c'est juste que eux, vu qu'ils ont beaucoup moins d'aide, ou que c'est beaucoup plus dynamique, etc., ils se disent tous les jours, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux... Je pense qu'Anthony en parlait tantôt, mais je pense qu'on a un problème de culture profonde en Belgique, en France, etc.
et que ça part même où chez nous, quelqu'un qui va échouer, on va lui dire c'est un échec, c'est négatif. Alors qu'aux États-Unis, on va limite lui dire et alors on s'en fout, réessaye. Et en fait, ta victoire sera d'autant plus belle une fois que tu auras réussi. Alors qu'ici, on voit énormément l'échec comme quelque chose de négatif, au lieu de le voir comme quelque chose, c'est pas grave, qu'est-ce que j'ai appris de mon échec? Comment est-ce que je peux me relever et faire mieux peut-être la prochaine fois? Ouais, c'est une mentalité différente. Mais c'est un point de vue différent, clairement. En fait, tout est orienté comment faire de l'argent et pas comment être assisté. Je t'en parlais tout à l'heure, simplement des gens qui voulaient se faire photographier. Au lieu de prendre un selfie, il y a quelqu'un qui est là, je peux prendre votre téléphone et tu tends la main en mode je veux un tips. C'est des personnes qui vont prendre 1000, 2000 $ sur une journée simplement parce que elles sont orientées business et elles développent quelque chose. Toi, je t'ai rencontré, Julien, je rebondis un petit peu là-dessus dans le sens où je sais que tu es quelqu'un qui a une autodiscipline surdéveloppée, je vais dire ça comme ça. Et je sais que dans l'entrepreneuriat, c'est pour moi une des bases fondamentales parce que sans ça, finalement, tu n'arrives à rien ou alors tu abandonnes et tu te reposes sur tes lauriers, sur ton chômage, ici en Belgique en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Pourquoi avoir une certaine autodiscipline, c'est super important? Je pense que c'est l'une des questions qu'on me pose le plus. Des fois, on me demande, est-ce que tu peux m'aider pour l'autodiscipline, etc. Et moi, j'arrive pas, j'ai du mal à aider les gens par rapport à ça. Parce qu'en fait, pour moi, l'autodiscipline, c'est vraiment une notion d'engagement. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles j'entreprends, elles sont fortes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie raison pour laquelle je le fais. Et cette raison-là est supérieure à la flemme naturelle qu'on peut avoir parce que l'être humain est naturellement fainéant. Mais en fait, dès que les deux vont rentrer en conflit, c'est toujours la discipline qui va gagner parce que je sais ce que je dois faire, je sais pourquoi je dois le faire en fait. Et en fait, c'est vraiment une manière de fonctionner où que tu mets tes priorités et tes valeurs entre guillemets avant ton... En fait, tu fais en sorte que ton cerveau prenne vraiment le contrôle le rationnel prend vraiment le contrôle du irrationnel en fait. C'est-à-dire que les émotions, la fatigue, tout ça, ça va passer après le fait que tu dois faire les choses. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai réussi à faire, c'est que quand je dois faire les choses, je suis dans un mode où je sais que je dois faire les choses et je suis prêt à payer le prix. On m'a toujours enseigné que chaque chose a un prix. Et donc, vu que pour moi, je suis conscient que pour avoir quelque chose, il faut sacrifier autre chose, c'est un équilibre, et en fait, je suis prêt à sacrifier parce que je sais ce que je veux, quoi. Donc, c'est de l'engagement en quelque sorte. C'est vraiment de l'engagement et c'est ce qui manque beaucoup. Après, j'ai beaucoup d'échanges là-dessus par exemple, avec mes collaborateurs qui ont plus de mal sur ça. Mais pour moi, c'est logique en fait. Si tu n'es pas discipliné, quelles sont les conséquences? Ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Et alors, il n'y a pas de débat en fait. Tu vois, ça paraît simple comme ça à dire, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. À partir du moment qu'il n'y a pas de débat, écoute, tu fais. Parce qu'il y a la petite phrase qui dit que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Mais le fait est d'encore le faire. Par exemple, allez, je vais prendre les fumeurs, ils savent que c'est mauvais. Ok, je fais un bon exemple, j'ai arrêté il y a un mois et demi. Mais je veux dire, on sait qu'on doit arrêter, pourtant on ne le fait pas. On sait quoi faire pour être en bonne santé. On sait qu'il faut manger sainement, on sait qu'il faut bouger. Mais combien de personnes ne le font pas? On sait comment faire limite un bon business ou autre. Mais énormément de personnes ne le font pas. On sait qu'il faut peut-être investir son argent, qu'il faut peut-être pas tout, qu'il faut savoir le gérer, qu'il faut peut-être s'éduquer financièrement et pourtant la majorité des gens ne le font pas. Donc, En fait, pour moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que la discipline, c'est toujours un combat entre plaisir court terme ou plaisir long terme. Parce que dans tout ce que tu as donné maintenant, c'est toujours un plaisir court terme contre un plaisir long terme. Et en fait, tu peux jamais remporter toutes les victoires. Tu peux jamais avoir quelqu'un qui est hyper discipliné, qui fume pas, qui fait du sport, qui gère bien son argent. Il y a toujours des parties où on est moins au taquet que d'autres. Mais par contre, ce qu'il faut juste se dire, c'est quelles sont les conséquences à chaque fois que je le fais. Est-ce que je suis prêt à assumer les conséquences? Par exemple, moi, je connais des gens qui vont dire moi, par exemple, investir, c'est pas trop mon délire, je préfère profiter de mon argent. Ok, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que c'est possible que tu devras travailler toute ta vie, en fait. Peut-être que plus tard, tu auras peut-être des coups durs, il faudra travailler. Est-ce que tu es prêt à le payer, ce prix-là? Oui. Alors, si c'est le cas, voilà, tu es à peu près aligné. Voilà, tu es cohérent. Et en fait, c'est juste ça. Et moi, là où j'ai un problème, c'est quand tu n'es pas cohérent. Quand tu dis, je veux réussir, je veux un business, je veux plus travailler pour mon patron, je veux ci, je veux ça, ok, qu'est-ce que tu dois faire ça? Si tu le fais pas, c'est quoi les conséquences? C'est ça. Ça te plaît? Non. Et justement, fais alors.
C'est juste en fait d'être conscient en fait de ça. Tu as toujours eu cette autodiscipline quand tu t'es lancé ou tu sens que tu as eu une certaine évolution dans le temps, tu vois? Parce que par exemple, par rapport à toi, nous on est plus jeunes. Tu vois, moi j'ai 29, Seb t'as 27. Ouais. Et Anto, t'as 27 aussi. Bah, on s'est lancé il y a moins longtemps. Et c'est vrai qu'on voit une évolution, mais l'autodiscipline, c'est parfois plus difficile, en tout cas pour nous. Et quand on te voit, on se dit, bah, est-ce qu'à tes débuts, tu étais aussi autodiscipliné ou est-ce que c'est venu avec le temps et voilà, maintenant c'est devenu plus une question d'habitude? Parce que Moi, tu t'es formé. en fait, je peux avoir des zones. Par exemple, je prends un exemple. Avant, j'ai été très discipliné sur le sport et sur ma diète. Puis j'ai eu toute une période où j'étais beaucoup moins discipliné dessus. Et là, maintenant, je suis en train de revenir sur quelque chose de discipliné mais d'équilibré. Mais c'est parce qu'en fait, en termes de valeur d'importance, en fait, c'est ça qu'il faut classer. C'est pas le plus important. Mais par exemple, en termes de business, je vais être discipliné parce que c'est hyper important pour moi. Et en fait, je vais vraiment choisir qu'est-ce qui est le plus important. Et suivant l'important, je vais mettre un degré de discipline. Quelque chose qui n'est pas très important, je ne vais pas commencer à me faire la misère, à me dire, OK, je dois être hyper discipliné alors que ce n'est pas important. Et en fait, pourquoi j'ai toujours eu ça, c'est parce que pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que ben là, voilà, dans quel cadre on se voit. Tout ça, c'est en fait ma discipline, c'est tout ça. C'est ça. C'est comme je m'habille, c'est mon compte bancaire, c'est ma voiture, c'est tout ça. C'est-à-dire que si maintenant je ne suis pas discipliné, je perds tout ça. Parce Justement, que, tu vois, ouais, je rebondis sur ça, je t'interromps. Mais en gros, ton degré d'importance, pour moi, il est relatif avec la zone de confort. Parce que tu t'es infligé un confort que tu veux plus quitter, du coup, tu es obligé de bosser pour. Mais en fait, tu n'es jamais obligé. Parce que moi, j'ai déjà vu des personnes qui étaient dans la même configuration et qui ont quand même tout perdu et qui n'ont rien fait. Donc, et j'en ai plein. Donc, en fait tu as toujours le choix. Même quand tu penses que tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix. Mais c'est juste que moi, personnellement, en fait, je connais la valeur des choses, en fait. Et quand je dis valeur, je ne parle pas d'argent, je parle vraiment en termes d'effort. On m'a toujours éduqué comme ça. J'ai jamais manqué de rien. Je ne vais pas dire, oh oui, non, quand j'étais petit, je recevais pas ci, je recevais pas ça. J'avais Noël, anniversaire, là, je recevais des choses sans rien faire. Tout le reste, il y avait toujours une tâche qui était liée au fait de recevoir de l'argent. Que ce soit tondre la pelouse, que ce soit nettoyer la voiture, des trucs basiques. Mais j'ai toujours été élevé dans une dynamique de je fais quelque chose pour obtenir quelque chose. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc, il y a une certaine éducation sur ta manière d'agir aujourd'hui. Je pense que pour moi, c'est ça. Le lien que je vois, c'est ça. Parce que j'ai toujours cette mentalité de faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et depuis petit, hein, ça a toujours été. Donc, je pense que c'est juste que voilà, que ça a toujours été comme ça. Donc, du coup, pour moi, c'est normal, peut-être. Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est bien parce que finalement, ça repart un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, hors caméra, avec l'immobilier. Tu me disais que finalement, investir dans l'immo, bah, c'était bien, ça pouvait être rentable, c'était super intéressant, mais ça demande du travail. Et il faut être prêt à s'investir pour avoir un retour. Du travail et des connaissances, tout à fait. Je crois qu'on peut enchaîner d'ailleurs sur cette question-là. Quelle est ta vision sur l'immobilier? Nous, c'est un peu le sujet central de notre chaîne et des apéros IMO. Ok, je pars alors. Du coup, toi, quelle est ta vision? On sait que tu n'es pas trop orienté dessus, mais... Ouais. Non, en fait, l'IMO, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de voir la chose. Déjà, l'immobilier, ceux qui vont investir dans l'immobilier, c'est pour faire de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. Si demain, par exemple, je suis salarié et que je sais que toute ma vie, je vais gagner un certain salaire, pour moi, il faut investir dans l'immobilier directement le plus tôt possible. Parce que c'est ton seul levier financier de toute ta vie, à part si tu changes d'avis entre-temps, mais c'est ton seul levier. Quand tu es entrepreneur, l'argent que tu peux faire dans l'immobilier, tu peux le faire aussi avec ton cerveau. Donc du coup, cette somme d'argent-là perd un peu de valeur. C'est moins un truc de fou, entre guillemets. Maintenant, l'immobilier, pour moi, c'est intéressant. La chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un métier et qu'il faut des connaissances et de l'investissement personnel. Donc, investissement en argent, ça on le sait, mais il y a investissement personnel, c'est-à-dire qu'il faut être là, il faut savoir comment ça fonctionne, il ne faut pas commencer à faire le tourisme. Pourquoi? Parce que, en gros, pour que ce soit rentable, il faut que tu mettes de ta personne. Si tu délègues tout, c'est-à-dire les travaux, tu t'en touches pas une, la gestion du bien, tu donnes ça à quelqu'un, etc., en fait, ça va bouffer ton cash flow et à la fin, tu en as moins. Donc, si tu veux justement être vraiment rentable, il faut mettre le nez dedans et aider pour les travaux, suivre, etc., gérer les locations soi-même. Et là, ça devient un métier à part entière. Et là, ça devient justement rentable. Donc, en fait, l'immobilier, ce n'est pas que je suis contre.
C'est juste que je suis contre les gens qui vont se dire je vais acheter des biens, je vais mettre des locataires dedans, ça va se payer tout seul et puis basta. Ça, c'est un petit peu réducteur, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a un concept, c'est le concept d'immopreneur, où en fait, et ça je suis entièrement d'accord avec ça, c'est que les gens qui sont dans l'immobilier, c'est complètement une forme d'entrepreneuriat. C'est ça, tout Tu à vois, fait. où tu dois te former, acquérir des connaissances, des compétences, ça demande du travail. Et donc, je le vois un peu comme, allez, au final, quelqu'un qui va ouvrir un restaurant, c'est un entrepreneur, Tout à tu fait. vois, parce qu'il doit apprendre son métier. Quelqu'un qui va faire des business en ligne, c'est un entrepreneur C'est ça. sur une certaine niche. Mais allez, tous ces cadres-là sont des entrepreneurs. Et ici, l'immobilier, bah oui, c'est une des niches pour moi dans l'entrepreneuriat. Bon, évidemment, c'est vrai que si on prend une personne qui va acheter une maison, la mettre en location, etc., Ah oui, là, c'est peut-être pas sûr. forcément. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est peut-être mort de faim et qui veut enchaîner et en faire 10, 20, 30 et vraiment vivre de ça et scaler, ben ouais, clairement, là, c'est un métier, mais qui, pour moi, rentre un peu dans… Après, sur un L'idée bien, de non. l'entrepreneuriat. Par exemple, moi, j'ai un très bon ami à moi qui a fait ça. Il a acheté un bien au bout de sa rue, il a un locataire dedans. Il n'a rien à faire, hein. Il a acheté l'appartement, il a juste rafraîchi rapidement avec sa femme, ils ont repeint, etc. Changé un peu la décoration, changé les châssis. Le locataire, il est au bout de la rue, tout se passe bien, et les loyers tombent tous les mois, il n'a rien à faire, hein. Donc ça, oui, il y en a. C'est juste que pour moi, voilà, moi dans ma configuration, je ne me vois pas aller développer un patrimoine immobilier, donc ce n'est pas mon but. Mais je comprends clairement ceux qui le font. Et aussi, quand même, ce qui est important, il faut quand même le signaler, c'est que d'un point de vue générationnel, c'est un très très grand effet de levier. Moi, j'ai des amis qui ont hérité de patrimoine immobilier vers leurs parents. Ah, là, c'est clair que là, on ne parle plus, hein. Là, Et selon toi, c'est plus facile de se déterre dans l'entrepreneuriat comme tu l'as fait, ou de se déterre à monter un empire IMO, Ouais. le plus facile. Ouais, parce que pour beaucoup de gens, Ouais. l'immobilier, ça reste une facilité quand même, comparé au fait de devoir s'immiscer dans un business et vraiment allez, avant d'avoir les fruits de son travail, je pense que ça prend quand même relativement du temps. En fait, Alors qu'un bien immobilier, moi j'en rénove de A à Z en 4 mois et après il y a une belle plus-value qui est directement tangible. moi, je ne dirais pas que l'immobilier est plus facile. C'est juste plus démocratisé. C'est demande à n'importe quel Belge moyen d'aller faire un crédit pour un bien immobilier, il sait le faire. Donc, au lieu de faire un crédit pour lancer un business, je vais faire quoi? Business plan, comment ça marche? Voilà. Non, mais c'est juste qu'en Belgique, en fait, comme c'est pas dans les mœurs des gens, en fait, c'est juste ça. C'est que comme c'est pas dans les mœurs, bah ouais, on connaît pas. En fait, c'est ni plus ni moins que ça. C'est juste que tous les Belges veulent acheter une maison, en fait. C'est une réalité. Parfois, c'est même le goal d'une vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose que… C'est un exemple très simple. Tous les gens qui veulent acheter un bien, ils vont te dire quoi? Mes parents ont acheté un bien, ils ont fait une plus-value, je vais faire pareil. Mais ils n'ont pas dit mes parents ont fait un business et je sais faire la même chose. Enfin, c'est ça en fait qui va jouer. Mais pour moi, l'effort, il est le même. Après, si on part vraiment sur le fait d'enchaîner, si c'est juste acheter un bien, non, parce que on va pas se mentir, le fait d'acheter un bien, tu as ton crédit qui est payé par une personne qui loue, donc ça fait déjà quand même de l'argent qui n'est peut-être pas palpable maintenant, mais qui va rentrer plus tard. Tu as la plus-value de ton bien qui se fait petit à petit aussi. Et si tu gères bien, tu as aussi un petit cash flow. Donc pour aller chercher ce montant-là dans un business, mais quand tu regardes bien, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est-à-dire que si demain tu as un business où tu peux te payer 2000 € par mois, C'est vrai que c'est moins dans… tu vois, dans mais les c'est mœurs, juste que, quoi, et c'est c'est juste vrai que que les ça gens, paraît… c'est juste que les gens ils vont se dire ah ouais, mais franchement, je vous dis en toute transparence, un business où tu vas chercher 2000 € par mois, après avoir tout payé, c'est pas compliqué. Après on va dire oui mais il y a les impôts, il y a nanana, il y a patati, il y a patata. Oui mais c'est juste qu'aujourd'hui, un exemple très simple, parlez avec des gens, même des gens qui ont fait un master ou ce que vous voulez, demandez-leur comment marche la fiscalité d'un indépendant en Belgique. Comment ça fonctionne? Ils savent pas. Ils savent pas. En Belgique, personne ne sait que… Par exemple, moi, je rappelle à l'époque, quand j'étais… bon, c'était il y a longtemps, hein, mais à l'époque, des fois, ça pouvait arriver, je parlais avec des amis, etc. Ils me disaient, ouais, tu gagnes combien par mois? Et je dis, je sais pas, 8000 par mois. Ils me disent, ah, ok, mais donc tu gagnes 4000 € net. Tu vois, tu vois? Et tu te dis, mais… Parce qu'en fait, ils pensent que comme un employé, tu prends la moitié et voilà, et c'est fini, quoi. Alors que non, tu rentres tes frais, machin, tu as plein de trucs que tu peux optimiser, etc. Donc au final, ça ne marche pas comme ça. Tu as une société, ok, elle fait combien de bénéfices annuels? Ah, elle fait autant. Ah, mais c'est-à-dire que tu gagnes autant en fait. Mais non, parce qu'elle a payé mon salaire, elle a payé ma voiture, elle a payé… Mais en fait, les gens ne le connaissent juste pas en fait.
Et c'est pour ça justement que pour moi, c'est ça qui rend la chose compliquée. C'est pas qu'entreprendre, c'est compliqué. C'est juste que c'est pas dans les mœurs. La fiscalité belge n'est pas la plus simple non plus, faut dire les choses comme elles sont, mais on n'est pas éduqué là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a fait son bac plus 3, donc un bachelier, cette personne-là ne saura pas t'expliquer la fiscalité belge. C'est une réalité en fait. Par contre, comment acheter un bien, tout le monde sait comment on fait. Plus ou moins. Ouais, enfin. Ouais. Comment, voilà. Après bien l'acheter, c'est autre chose. c'est Bien ça. l'acheter, là, on peut dire. Mais en tout cas, tout le monde sait. Ils vont dire, je prends un exemple, quelqu'un veut acheter maintenant, il va dire, ah, mais moi, je vais acheter un appartement. Les parents, ils vont l'accompagner. Bah, tu vas à la banque, tu demandes un crédit. Ouais, c'est ça. Et nanana. Après, ils vont peut-être pas faire le meilleur crédit, le meilleur ci, le meilleur ça, la meilleure solution. Peut-être pas de rénovation, peut-être pas de. Ça, bien sûr, c'est là que vous êtes là pour ça. mais en tout cas, juste le fait d'aller acheter, c'est facile. Et moi, je suis encore surpris comment aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un d'entreprendre, ils vont te dire, ah ouais, mais je vais payer beaucoup d'impôts. Et... Ouais. En fait, on est plus facilement accompagné pour l'achat d'un premier bien, on va dire ça Mhm. plutôt comme ça, que de lancer un business. Mais je pense que ouais, c'est totalement vrai ce que tu dis. Souvent, ceux qui lancent plus facilement un business, c'est ceux qui ont des parents entrepreneurs. Tandis que ceux qui lancent un business concret sans parents entrepreneurs, c'est des gens qui ont faim, qui veulent apprendre, qui veulent se lancer. Ah, moi, à la maison, c'était chaud. Hein. Je veux Après, dire que- il y a aussi des facteurs qui font que beaucoup de gens veulent se lancer, ou comme les réseaux sociaux, par exemple. On voit des vidéos, des formateurs, des gens qui vendent du rêve. Il y a certaines frustrations qui naissent dans la tête des personnes. Maintenant, Et- oui, maintenant, oui. Et finalement, tu vois, ça pousse même pas les gens à se lancer parce que tu as un gars de 18 ans qui dit je fais 1 million d'euros par mois grâce aux réseaux sociaux. Et tu dis c'est une connerie, tu vois. Et finalement, ça peut être vrai. C'est juste qu'il faut simplement se lancer, essayer, quoi. Après, si par exemple, il y a des plus jeunes qui nous regardent, allez, je vais prendre des personnes qui ont peut-être 17-18 ans, qui ont l'envie justement peut-être de se lancer dans l'entrepreneuriat, allez, on va se limiter à la Belgique, qui ne savent pas comment. Est-ce que toi, tu aurais déjà des conseils à leur donner? Où est-ce qu'ils pourraient trouver de l'information? Allez, est-ce que tu aurais même des business à la limite à leur conseiller et dire, OK, Franchement, si toi maintenant tu avais 18 ans, quel conseil tu donnerais Et tu devais recommencer à Ouais. zéro. ouais, moi, en fait, moi, je suis quand même d'une, entre guillemets, ancienne génération maintenant, c'est fou de le dire. Mais parce que moi, quand il y a 10 ans, Instagram et tout, personne n'était Ouais, là-dessus. c'était déjà Enfin, plus c'est- compliqué. c'était- T'avais pas En l'info. fait, à l'époque, l'entrepreneuriat, quand j'ai démarré, tu parlais de ça, on te prenait pour un fou. Hein. C'était pas comme maintenant où tu as des gars qui te disent oui, je vais te montrer comment j'ai gagné autant, ils te montrent sur le téléphone, voilà, avec dans une pub. Il n'y avait pas ces conneries-là avant. Donc, mais je dirais que pour des jeunes, ce qui peut être compliqué aujourd'hui, ça c'est une réalité, c'est qu'il y a le schéma classique qu'on va nous vendre en disant oui, tu fais ça, études, patati patata, et tu as des gens qui t'expliquent ouais, mais tu fais 5 ans d'études, ça sert à rien, moi je suis devenu millionnaire en 1 an, etc. Et du coup, ça peut être un peu perturbant. Moi, je pense que j'aime pas les extrêmes sont jamais bons. Moi, je pense qu'il faut juste être conscient de ses capacités. Et ça, le problème, je pense qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as la capacité, par exemple, parce qu'on vend beaucoup l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat pour faire de l'argent. Tu peux être salarié, tu peux être et faire de très beaux revenus. La seule chose qu'il y a, c'est que tu dois avoir des skills qui sont des, comment ils appellent ça? High paid skills, donc des connaissances qui vont beaucoup te payer. Parce qu'on dit, on aime bien parler d'entrepreneuriat, mais il y a des salariés qui sont en CDI à 500K par an. Donc, si ce n'est pas en Belgique, ce sera en Suisse ou dans n'importe quel pays. Mais c'est juste que du coup, soit tu es une tête, tu apprends un métier qui paye bien, parce que tu es obligé d'être entrepreneur pour gagner de l'argent. Mais si par exemple, tu es quelqu'un, moi c'était mon cas, ou que tu n'es pas spécialement une tête. Moi, je n'étais pas non plus bête à l'école, il faut dire les choses comme elles sont, parce que je ne vais pas faire genre j'étais un cancre, c'est pas vrai. Mais j'avais du mal avec tout ce qui était autorité, tu dois faire ci, telle heure, etc. Je voulais ma liberté. Et que tu peux mettre ça à ton service, vois juste dans quoi tu es bon. En fait, pour moi, ce qui est important, si tu as 17, 18 ans ou 19 ou dans ces eaux-là, c'est ce qui est difficile, c'est tu dois savoir te dire honnêtement, en toute transparence, qu'est-ce que je sais faire? Dans quoi est-ce que je suis bon? Parce que par exemple, un exemple très simple, si tu es fort au foot, tu es Mbappé, je ne vais pas te dire va te lancer dans le drop, fais du foot et signe au PSG alors, tu vois. Donc en gros, c'est juste qu'est-ce que tu sais faire, mais c'est vrai. Parce qu'il y a l'argent dans tout, en fait. Qu'est-ce que tu sais réellement faire? Est-ce que tu es quelqu'un de créatif? Est-ce que tu es un fonceur? Est-ce que tu es smart? Est-ce que tu retiens hyper bien les choses? Qu'est-ce que tu sais faire? Et par rapport à ce que tu sais faire, renseigne-toi sur
qu'est-ce qu'ils payent. Parce qu'au final, il y a des gens, par exemple, parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand on parle entrepreneuriat, on parle argent. Et en fait, avec le temps, il faut savoir une chose, c'est que ce qui compte, ce n'est pas l'argent. C'est comment tu le gagnes aussi. Par exemple, aujourd'hui, je parle avec des gens qui vont me dire, je préfère gagner 30 000 euros par mois et travailler, imaginons, 4 heures, que d'en gagner 50, mais travailler toute la journée. Tu vois? Mais certains vont te dire, non, je préfère travailler toute la journée et avoir plus. Donc en fait, c'est une question qui est très compliquée parce que je ne connais pas la personne. En fait, on pose souvent la question, mais je ne te connais pas, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu es prêt à faire. Je ne sais pas quel risque tu es prêt à prendre. Je ne sais pas quels sont tes skills, parce qu'on ne va pas se mentir, la réalité, c'est que tout le monde n'est pas capable de tout. En fait, tout le monde a une capacité, mais on ne sait pas parfois dans quoi. Par exemple, moi, j'ai des facilités dans tout ce qui va être communication, marketing, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais été formé là-dedans et je fais des stratégies, mais en fait, je vois des vidéos YouTube, je vois un gars qui fait une stratégie marketing et quand je regarde la vidéo, je vais comprendre ce qu'il a fait et je vais le faire pour mon business. Alors qu'il n'y a pas de cours, c'est juste que je copie en fait. Mais quand je fais ça avec des amis, j'ai des amis qui captent que dalle. Et eux, ils voient ça, ils disent, Gina, t'as vu ça où? Je dis, mais la vidéo d'un tel, il a fait ça. Ah ouais, j'avais pas pensé. Et eux, ils captent que dalle. Mais c'est-à-dire que si ce gars-là, je me tue à vouloir le faire ce que je fais, et ça va être une bille, en fait. Alors que dans d'autres choses, par exemple, moi, j'ai des problèmes de concentration. C'est-à-dire que moi, je peux travailler pendant 2 heures, après, il faut une pause d'office. Mais j'ai des potes, tu les mets sur un ordi pendant 5 heures, ils peuvent coder pendant 5 heures. Donc, en fait, pour moi, le plus important, c'est quels sont tes skills. Surtout de nos jours, tous les skills payent. Les gens qui font de l'argent même en jouant à la console. Donc, tous les skills payent. Quels sont tes skills? Et pousse tes capacités à fond et vois en fait dans quoi tu peux faire de l'argent si c'est ce que tu veux par rapport à tes connaissances et à tes facilités. Et pousse ça à fond en fait. Donc, pour moi, quand tu as cet âge-là, avant de penser argent, apprends d'abord à te découvrir, à voir dans quoi tu es bon. Essaye tout. Et, parce que franchement, il y a de l'argent, même dans le manuel, il y a de l'argent. Tu sais, quand on était à l'école, moi j'en parle toujours avec mes potes. Ma génération en tout cas c'était comme ça. Quand tu étais à l'école et quand on te mettait dans des métiers manuels, on te mettait en professionnel. C'était entre guillemets pour les idiots. Vous vous rappelez, c'était comme ça. Hein. Non mais c'est vrai. Ouais, non, c'est on vrai. te mettait en maçonnerie, plomberie, des trucs. On te disait t'es un idiot, donc on te met pas en marketing. Aujourd'hui, entre un gars qui a fait plomberie, un gars qui a fait marketing, qui a fait plus d'argent? Les métiers manuels. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où il y a le plus de demandes, Voilà. là où Et maintenant il y a pourtant, moyen de faire le plus de on nous a choses. vendu ça comme si c'était vraiment une dinguerie. Comme si tu vas en plomberie et les parents ils disent oh non, mon fils plombier. Alors que maintenant, il y a plein de gens qui sortent avec des masters, ils ont du mal à crever, Mais à bien trouver sûr. du travail parce que le truc il est bouché. Tout le monde a des masters parce que maintenant c'est la norme. Et au final, c'est dans les métiers plus manuels où tu vas avoir des pénuries, où en fait on trouve pas un moi bon j'ai un chauffagiste, pote, il a une etc., boîte de etc. chauffagisme, ça cartonne. Ah, crevé. Il fait un boulot de qualité, il se met bien, c'est une dinguerie, tu vois. Et pourtant, combien de fois on nous a vendu, par exemple tu fais marketing en Belgique, si tu parles pas néerlandais, un truc tout bête, tu vois, tu vas marketer qui? Le budget il est chez eux. Tu vois, le budget il est chez eux, il est vraiment les investissements en marketing. Donc tu vois ce que je veux dire, en fait, non mais, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Donc par exemple… Il y a plusieurs personnalités en plus dans les études, enfin surtout notamment marketing. J'ai une formation là-dedans, donc je peux te le dire. Tu as les personnes qui savent pas quoi faire, ils vont en marketing. Tu as les personnes qui veulent glander, ils vont en marketing. Et puis tu as ceux qui veulent vraiment faire du marketing. Donc pour se différencier sur le marché du boulot, de l'emploi, tu dois être au-dessus. Au-dessus, notamment en parlant toutes les langues, que ce soit l'anglais et le néerlandais, ou en développant tes compétences toi-même. Ouais. Parce que ta formation scolaire, finalement, c'est quoi? C'est rien, c'est du théorique. Le pratique, c'est à toi de le mettre en action à travers des vidéos, des formateurs, etc. Mais tu vois, un truc où je vais même me contredire, tu vois, je vais me contredire en live pour te dire qu'en fait, l'argent, il est dans le tout. Là, on dit marketing, en gros, comme si le diplôme ne servait à rien. Mais moi, il y a un marketeur que je kiffe, je ne sais pas si vous connaissez Stan Leloup, Ouais, je connais. et lui, je peux dire qu'il se met bien. Hein. Parce que en fait, il est juste bon en fait. Marketing C'est-à-dire que mania, là, lui c'est c'est machine. des Lui machines. j'adore, tu vois. Lui c'est Il analyse tout, hein. Non, mais lui Il est trop lui fort. c'est simple, c'est le Sharingan, tu vois. Tu Ouais. passes, il analyse tout, il sait tout ce qui se passe. Non mais et franchement lui j'adore sa chaîne. Dommage qu'il pour l'instant il publie plus justement, je crois qu'il a trop de boulot. Mais lui j'adore sa chaîne, ses vidéos je les ai mangées mais à toutes les sauces. Et en fait pour te dire c'est que par exemple quand on dit marketing, quand tu as ses skills à lui, je peux te dire que tu fais des vrais sous. Hein. Parce que tu vas marketer des grosses boîtes, tu vas marketer des gros influenceurs, infopreneurs, etc. D'ailleurs, il fait le marketing de Yomi. Donc, je peux dire que tu prends un bon cachet et il fait de la qualité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde bien, on se rend bien compte qu'en fait, tout paye quand tu le fais bien d'une certaine manière.
Donc, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, si tu as 19 ans, 17 ans, 18 ans, même plus, ne te dis jamais « Ah, là-dedans, il n'y a pas d'argent. Ah, là, il y a de l'argent. » Parce que si tu es bon au basket, tu feras de l'argent dans le basket. Pourtant, il y a des joueurs de basket qui touchent 1 500 € par mois. Si tu es bon en chanson, tu feras des millions, mais il y a des chanteurs qui ne gagnent pas d'argent. Si tu es bon en marketing, tu pourras peut-être faire du gros marketing, mais aussi des gens qui font marketing, ils sont payés 1 500 dans une boîte. Donc en fait, en gros, c'est juste pousse tes skills à fond, ose quand même prendre des risques, te mettre en avant, et voilà. Après, moi, je rebondirais même parce qu'il y en a plein qui vont se dire ouais, mais moi, je suis bon en rien, ce qui est possible, tu Ouais. vois, d'arriver à un moment où tu es là, bon, ben, qu'est-ce que j'ai comme compétence de plus que mon pote ou que mon voisin? Ben, pas grand-chose. Ben, alors, moi, je dirais ok, ben, on a toutes les armes pour se former dans un domaine, ben, go, t'en choisis un, tu te donnes à fond et tu vas. Tu vois, copywriting, marketing, immobilier. En fait, en ligne, tu sais tout trouver maintenant. C'est Tu vois, tu sais suivre des cours d'Harvard en ligne parce qu'ils sont dessus. Donc en fait, le mec qui veut apprendre n'importe quelle compétence, il peut la trouver sur le net. Mais il a qu'à y aller. Bah ok, tu choisis une compétence, go, tu te formes, tu deviens bon, c'est pas le meilleur. Et après, bah, tu sais monétiser cette Je vais te compétence. faire une confidence. Hein. J'ai un pote à moi qui dit l'immobilier, c'est pour les gens qui ne savent pas quoi faire comme business. Vraiment, tu vois? Non, pour dire quoi? Parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est hyper accessible. Ouais, c'est pas trop Franchement, par exemple, on parlait rénover. Moi, j'ai un ami à moi, il a acheté plusieurs biens. Il sait faire des douches et tout. Il monte des trucs, il monte des douches, des lavabos, des trucs. Je dis, mais comment t'as appris ça? Il dit, bah, j'ai essayé Internet, machin, j'ai vu les ouvriers, machin. Et maintenant, il sait le faire, tu vois. En plus, tu sais qui c'est, en plus, le gars. Et je me dis, mais en fait, tu sais, moi, je n'imagine pas faire ce truc-là. Mais en fait, en vérité, si tu es un minimum manuel, pour moi, il y a vraiment des métiers comme ça qui sont accessibles. Mais c'est juste qu'on a une barrière psychologique parce que tu as fait 4-5 ans de marketing, tu t'es dit, non, mais moi, on m'a matrixé que mon domaine, c'est ça. Mais en fait, tu peux peut-être dévier sur d'autres choses. Et en fait, ça s'apprend, quoi. Après, moi, j'ai fait tomber une barrière il n'y a pas longtemps, c'était la bourse, tu vois, où tu sais, ça paraît très compliqué, très inaccessible. Au final, tu télécharges un broker, trading ou quoi, boum. Et, enfin, moi, je suis sur Trade Republic, par exemple. Et en fait, tu te formes un petit peu sur le net, tu regardes, et tu peux même faire des trucs bêtes et méchants. Tu prends des ETF, et tu es parti, en fait. Sur ton appli, tu te fais un virement automatique, tu n'y réfléchis pas, et au final, ben voilà, tu investis en bourse. Alors que, et c'est super accessible maintenant, donc tu prends l'immobilier, la bourse, allez, il y a moyen de se former tout seul, et je pense que… Bah, des fois, il ne faut pas réinventer la roue. Hein. D'ailleurs, très bien, souvent même, il ne faut pas réinventer la roue. Dans le business, il faut prendre ce qui fonctionne, surtout aux États-Unis, et tu le répliques ici en Belgique, tu vois. Ouais, franchement, en tout cas, moi, c'est le conseil que je donnerais à un jeune. Push tes skills à fond. Ose, lance-toi. Bon, tu vas pas être soutenu, c'est normal. Ton cercle social, il va pas comprendre, c'est normal. Tu vas passer pour un ovni. Voilà, c'est normal. Et ça sert à rien d'être tout content et d'en parler à tout le monde. Je vais devenir millionnaire ou machin. Ça sert à rien. Fais juste ton boulot. Et aussi, voilà, et aussi être patient quand même. Parce que ça, voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous vend beaucoup le millionnaire en un an et des choses de ce style-là. Et je pense que non, être patient aussi, ça, je possédais cette compétence-là quand même, c'est assidu et patient. Parce qu'en fait, il y a une phrase qu'un de mes mentors m'a toujours dit. Et c'est marrant, il me dit, quand tu es en vacances avec ta bande de potes millionnaires sur un yacht, on ne regarde pas qui est devenu millionnaire en 1 an, en 2 ans, en 4 ans, ou en 5 ans, ou en 10 ans. Vous êtes tous millionnaires et vous passez du bon moment ensemble. Et en fait, c'est ça le truc qui est important, c'est qu'en fait, au final… Non, mais c'est vrai, hein. C'est une réalité, tu vois. Et c'est surtout aussi que tout est relatif. Toi, tu peux gagner 50 000 € par mois et être avec des potes qui gagnent 1 million d'euros par Bien mois. sûr. Finalement, tu es pauvre à côté d'eux, quoi. Ouais, mais en fait, franchement, en toute transparence, au plus tu montes et au plus on s'en fiche. Hein. Parce que je prends un exemple, moi, par exemple, moi j'ai connu tous les milieux. Hein. Donc j'ai connu je gagne 1006, je suis avec des potes qui gagnent 2003, etc. Et ben j'ai beaucoup plus senti le gap, tu vois, le gap social, etc. Que, tu sais, il y a un moment que tu gagnes 50, 60, 70, 80 par mois. Tant que tout le monde est là, tout le monde est bien, oui c'est bon, tout le monde sait payer l'addition, oui c'est bon, ok, voilà, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois, donc je pense qu'arriver à une certaine sphère, moi je le vois en tout cas, tant que tu arrives à suivre de manière globale, on ne va plus regarder combien tu… Et après combien d'années tu t'es dit c'est bon, je ne regarde plus trop, j'ai atteint un certain palier, un peu dans l'indépendance financière? Franchement, jamais. Je vais te dire pourquoi jamais, parce que moi, j'ai un cercle très évolutif et j'aime bien en fait me sentir challengé et poussé. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien être avec des gens qui ont plus pour voir c'est quoi le next step. Et du coup, en fait, vu que je me pousse tout le temps,
Bah, j'ai jamais eu cette sensation de... En fait, maintenant, j'ai une sensation, bien sûr, de sécurité. Je vois que j'ai quand même accompli quelque chose et tout, oui. Mais vraiment, de me dire c'est fini, non, non. Tant que la santé le permet, le temps le permet, etc., je me dis il faut continuer, quoi. Tu soutiens cette citation qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus? Ouais. En fait, oui et non. Je vais expliquer pourquoi. Pour moi, c'est clairement oui, mais ça peut être non pour certains types de personnes si tu as un mindset qui est très fort et que du coup, les personnes que tu côtoies ne déteignent pas sur toi. Mais je pense que de toute manière, elles vont toujours quand même déteindre un minimum. Donc je dirais que pour les 9 dixièmes des gens, c'est vrai. Tu as peut-être 1 dixième des gens qui vont être capables d'être avec des gens avec un mindset totalement différent et qui vont rester figés. Mais la plupart des gens, ouais, ton environnement, il t'influence énormément. Je pense que c'est le plus dur, c'est de sortir un peu de sa zone sociale où on est un peu un ovni, tu vois, d'aller côtoyer d'autres personnes qui ont un peu le même état d'esprit, entrepreneurs, immobilier, peu importe, et de regarder ces gens-là d'un point de vue extérieur en se disant moi je viens de là, est-ce que ça ne crée pas un peu conflit, tu vois? Bah, en fait, ce qu'il faut te dire, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, ça c'est quand même la grosse nouveauté, c'est que tu peux avoir un cercle virtuel. On va dire que tu as la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ok. Ben, moi, dans ma moyenne, j'ai des gens qui ne me connaissent pas. Mais je regarde leur contenu tous les jours. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc indirectement, c'est ça qui est fou avec Internet de nos jours, c'est que tu peux tellement aujourd'hui t'imprégner du mindset, des connaissances des gens sans les côtoyer, hein, que franchement, t'es plus du tout influencé, tu vois. Ça n'existait pas ça il y a 10 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, pour moi, en termes de mindset, t'es pas excusable. Parce que tu as tous les outils pour être connecté à un bon mindset maintenant. C'est peut-être la question, justement, pour anticiper un petit peu. Pour toi, l'importance du mindset et de l'état d'esprit, est-ce que c'est un peu bullshit ou est-ce que c'est 80% de réussite, comme je te disais? Voilà, pour moi, ça fait tout. Parce que tu vois, quelqu'un qui n'a pas de mindset, il ne va pas se bouger, il ne va pas avoir d'autodiscipline, il ne va pas se former, il ne va pas passer à l'action, il ne va rien faire. Donc pour moi, c'est un peu le centre, justement, c'est que sans mindset, tu ne fais rien. Et voilà, on aimerait bien avoir un peu ton moi, avis je là-dessus. rejoins clairement le mindset précède le succès, ce que j'ai toujours à mes collaborateurs. Et j'irais même encore pire que ça, hein. Ce qui est fou, c'est que, en fait, à chaque palier de ta vie, en termes de revenus, hein, il y a des paliers en mindset à franchir, en fait. Et si tu ne franchis pas ce palier, tu restes bloqué à un certain revenu, en fait. Pour moi, il y a un mindset à 10 000 euros par mois, il y a un mindset à 20 000, 30 000, il y a un mindset à 1 million, il y a en fait, je prends un exemple. Si demain, tu es un gars qui fait, 50 000 balles par mois, ok, je te mets dans une pièce où tout le monde fait 200, 300 000, tu es perdu. Et pourtant, tu vas te dire que je suis un entrepreneur. Hein. Tu vas te dire que j'ai un mindset entrepreneur. Tu vas être perdu. Parce qu'en fait, vraiment, il y a des gaps, en fait. Et vraiment, en termes de mindset, pour moi, il y a vraiment des gaps à chaque fois. Je m'en suis rendu compte. Hein, et ça, je me suis rendu compte les 2 dernières années, hein, pas plus. C'est que vraiment, il y a des gaps. Il y a vraiment des gaps. Et pour moi, le mindset, il est important parce que déjà, comme tu as très bien dit, si tu n'as pas un bon mindset, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas prendre les risques, tu n'auras pas la discipline, etc. Mais en fait, aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a un mindset pour acquérir, mais aussi un mindset pour garder. Parce que le problème, c'est qu'on a toujours cette idée de j'ai un bon mindset, je crée un business, il pète, je fais de l'argent et c'est fini. Mais une vie, c'est long. Et un exemple très simple, hein. Aujourd'hui, tu fais un business, tu gagnes 1 million d'euros en Belgique. Tout le monde va dire ah, t'as fait 1 million, c'est un truc de fou. Tu fais quoi avec 1 million d'euros de nos jours? Oui, mais bien sûr, immobilier. Mais tu fais pas de grand chose quand tu regardes. Non, tu fais pas de grand chose. Surtout que le million d'aujourd'hui, il ne vaut pas le million mais d'il y a 20 ans. voilà, Avec un million, tu fais plus tant que ça. C'est ça, bien sûr, tu fais plus tant que ça. Tu fais de l'IMO, tu fais peut-être une petite voiture, etc. Mais tu n'es pas à l'abri. Tu n'as pas fait un truc où tu peux te dire, voilà. Et en fait, le truc qu'il y a, il y a beaucoup de gens aussi, je te coupe, mais énormément de gens pensent que parce qu'ils vont faire le million, la vie est belle. C'est ça l'erreur. Et ça, c'est un truc de fou parce que, tu vois, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui jouent au loto. Ouais, t'as vu, ce week-end-ci, il y a 10 gagnants qui vont gagner tous 1 million d'euros. Et je lui dis, ouais, mais tu vas faire quoi avec 1 million? Je sais pas. Je rachète des tickets de loto. Ouais, mais c'est un truc de fou. Et je lui dis, mais ouais, mais arrête, même ne joue pas. Concentre-toi sur un truc qui est tangible, tu vois, parce qu'il se rattache comme ça à des... Mais encore une fois, pourquoi est-ce que les gens...
ce qu'il faut comprendre, bon là, on rentre vraiment dans la communication, manipulation humaine, hein, mais pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ont aucun problème à mettre l'argent dans le loto? Ça coûte pas cher et c'est un rêve. Allez, où Oui, ils se disent, ok. ouais, facile, la Ok, facilité. mais Quoi. quel est l'outil numéro un qu'on utilise pour que les gens investissent là-dedans? Prendre les anciens gagnants qui ont déjà gagné et leur dire que c'est possible. Voilà, et on les montre où? La télé, le Voilà. journaux, etc. Aujourd'hui, si tu as le contrôle de la télé, tu as le contrôle du monde. En fait, la télévision, on ne se rend même pas compte à quel point énormément de messages passent à travers la télévision, en fait. Si demain, on te met que des chaînes business, sur un exemple très simple, regardez les chaînes américaines. Combien de trucs on montre avec des gens qui vont vider des granges et revendre des trucs à je sais pas combien, des choses comme ça. Mais ça, en fait, ça crée un mindset. Tu te dis, ok, c'est-à-dire qu'on peut trouver des trucs et les revendre. Mais quand tu regardes que des trucs à la télé où les gens ils sont rangés, bah, tu te dis, en fait, la vie, c'est d'être rangé. Et par exemple, le loto et des choses comme ça, pourquoi est-ce que les gens ont aucun problème avec le loto, l'euro million, etc. C'est parce qu'on te le met dans la tête. On te met dans la tête que mettre 10 balles là-dedans, c'est tout à fait normal. Et attention, tu peux gagner. Et si tu gagnes, tu es tranquille. On ne va pas te parler des gens qui ont gagné l'argent mais qui ont tout brûlé, qui se sont retrouvés à la rue après, etc. Ça, on ne va pas t'en parler. Parce qu'en fait, ce n'est pas le but. Le but, c'est de te chauffer pour mettre, pour que tu mettes et qu'il y ait un gagnant et que le reste, on soit quand même gagnant. La preuve, on ne peut pas le créer nous-mêmes. Parce que moi aussi, j'aimerais bien créer un loto moi-même. Ça, c'est hyper rentable. Mais on ne peut pas le faire. Donc, pour moi, le mindset, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a le mindset pour avoir l'argent, mais aussi le mindset pour garder. Un exemple très simple. Quelqu'un qui gagne de l'argent et qui n'a pas le mindset, il ne va pas garder cet argent. Et Typiquement les gagnants du loto. voilà. Ouais, après, ça, je crois que c'est plus de l'éducation financière où tu vois, tu as les gens qui sont. Ouais, je dirais C'est pas que au-delà de c'est. financier, tu sais. Ouais, parce que je dirais pas que c'est mindset, je dirais que c'est ta mentalité et ton éducation financière du moment, tu vois. Je vais te dire pourquoi pour moi c'est le mindset. Parce que, en fait, moi, ce qu'on m'a toujours dit, hein, après, je dis ce que mes mentors me disent, etc., c'est le plus important, c'est pas de gagner ou perdre de l'argent. Ce qui est le plus grave, c'est pas de perdre de l'argent, c'est de perdre ta faculté à générer de l'argent. Et ça, les gens, ils oublient. Quand tu parles avec des gars qui ont fait du business, qui ont parfois 40, 50 ans, ils vont t'expliquer des trucs de fou. À 28 ans, j'ai fait faillite, on m'a tout pris, etc. Et puis maintenant, le gars, il est bien. Tu dis, mais comment tu as fait? Eh ben, j'ai recréé un business. Tu vois? Et en fait, une carrière, c'est long. Les gens oublient, ça dure 40 ans. Il faut gagner de l'argent pendant 40 ans. 40 ans, c'est hyper long. Et si aujourd'hui, tu ne sécurises pas tout au long, c'est mort. Et pour sécuriser tout au long, il faut avoir le mindset pour. Tu vois, les plus gros, ils disent ouais, tu faisais quoi si tu perdais tout maintenant? Bah, je m'en fous, je sais comment faire. Voilà, tu c'est vois. ça. Anthony Bourdon, il est devenu, je crois, millionnaire, il a tout reperdu. Il est redevenu c'est ça. millionnaire, il a tout reperdu, et puis maintenant, il passe des centaines C'est de ça. millions. Et pour moi, c'est ça que je dis que le mindset, il est important parce que déjà, trouver la force de recommencer tout le temps, c'est du mindset. Trouver la force de se dire, OK, je vais m'éduquer financièrement, ça reste du mindset. Et avoir justement toujours ces skills, travailler sur ces skills, être ouvert, trouver des opportunités, etc., ça reste du mindset. Donc, c'est là que je dis que pour moi, le mindset, il est important parce que moi, je le vois très bien avec mon entourage, parce que je côtoie des gens de tout. Moi, je n'ai pas cette idée de je vois que les entrepreneurs, que les gens qui gagnent autant d'argent, etc. Moi, c'est simple, c'est à l'énergie. Donc, j'ai même des amis qui vont même pas travailler, en fait. Mais je les côtoie, on peut passer des soirées ensemble, on va rigoler, alors qu'ils ne travaillent pas. Et je m'en fiche, en fait. Mais l'avantage, c'est que je vois le décalage en termes de mindset. Ça ne déteint pas sur moi, mais je le constate. Et je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, des gens parfois dans des situations, et malheureusement, ils alimentent la situation. C'est-à-dire que quand tu as un mauvais mindset, on peut te donner même le meilleur business. Tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas voir qu'il faut le faire. Le mindset, pour moi, ça reste la clé. On peut dire ce qu'on veut, c'est... Et même, tu vois, aujourd'hui, des fois, quand tu parles avec des gens qui n'ont pas un bon mindset, tu le sens directement. On en parlait tout à l'heure, par exemple. Là, je suis sur un nouveau projet. Tous les gens qui ont un mindset claqué au sol, hein, et quoi? Ça va marcher? Et tu crois vraiment que les gens vont nanana? Et tu vois, et ça, c'est le mindset, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense comme ça va lui dire, écoute, maintenant, pendant 6 mois, tu vas travailler là-dessus, tu vas embaucher 14 personnes, tu vas mettre 50 000 € sur la table et tu vas créer ce projet-là. Rien que quand je lui parle, je n'ai même pas parlé de budget, de rien, elle est déjà en train de se dire, ça va marcher. Donc, c'est le mindset, en fait. Et après, ils vont dire quoi? Ah, mais il a la chance, regarde, ça marche, tout le monde paye, mais c'est parce qu'il a un gros Instagram, et c'est parce que nanana, et c'est parce que... C'est le mindset. C'est toujours... En fait, c'est le schéma mental que tu as, pour moi, il va vraiment conditionner tout le reste. Vraiment tout le reste. Et tu penses que des événements ou simplement aller vers les gens, rencontrer, ça peut entretenir ton mindset si tu rencontres des personnes qui sont là où tu souhaites aller? Être plutôt. Bien, en fait, pour moi, oui, mais après, attention, il faut être réceptif.
Parce que le souci, on en parlait encore tout à l'heure, hein, j'avais vu une pub avec, c'est une vidéo, en fait, c'était Yomi. Et il dit dans la vidéo, il dit oui, par mois, j'ai 20 000 euros de frais. Et dans les commentaires, les gens ils disent ça, un menteur, machin, nanana, etc. et tout. Il est même pas rasé, s'il avait le temps, il serait au moins rasé, etc. Ils disaient des dingueries comme ça. Tu vois, tu connais Internet, les gens sont un peu fous. Et en fait, le truc, c'est que justement, quand tu dois côtoyer les gens avec un bon mindset, mais si tu es trop négatif, ça va être des baratineurs. Tu vas dire, mais le gars, c'est un menteur. Il fait genre, mais il n'a pas. Nanana. Enfin, en fait, si tu veux que la personne soit coupable, tu vas trouver des moyens de la rendre coupable au final. Donc, oui, il faut côtoyer des gens, mais il faut venir avec une approche ouverte. L'énergie, du coup. Voilà. Donc, en fait, c'est la bonne énergie amène les bonnes ondes. Oui, voilà, il faut venir avec une idée d'ouverture, en fait, de vouloir échanger avec ces personnes-là. Mais pour moi, oui, clairement, pour ton mindset, il change, il faut s'entourer de gens positifs, des gens dans la même énergie, qui sont dans le même bateau que toi, qui vivent les mêmes galères. Et ça, c'est une évidence. Mais il faut y aller avec un état d'esprit positif et être prêt à recevoir l'information et pas y aller en mode sceptique. Oui, je ne suis pas du tout convaincu, mais vas-y, explique-moi, on va voir quoi. Non, ouais, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, mais le mindset, ouais, c'est hyper important. La clé. C'est vrai qu'on se demandait, la petite hype du moment, c'est ChatGPT. Je sais pas toi ce que tu en penses. Ouais. Si tu peux nous en parler un petit peu. Bah, tu penses quoi de ça? Alors, moi je pense que, parce que déjà c'est un truc de fou, hein. C'est révolutionnaire, c'est une dinguerie, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est le feu, moi je kiffe, là-dessus il n'y a pas de... Là où je suis plus sceptique, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui disent que ça va faire disparaître beaucoup de métiers, que les créateurs de contenu, c'est fini, que tout ça. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que les gens, en fait, ils n'achètent jamais un produit, ils achètent une personne et à travers la personne, le produit. C'est-à-dire que je prends un exemple. Si demain, je veux une formation en, je sais pas moi, en drop, peu importe ce que c'est, on s'en fiche en fait, en gros. On peut se dire, ouais, je suis sur ChatGPT, je demande, il va tout m'expliquer. Mais les gens, ils veulent le facteur humain. Ils veulent quelqu'un qui explique. Ils veulent la pédagogie. Ils veulent le rapport avec la personne. Ils aiment peut-être bien la voix de la personne, l'humour, peu importe. Et en fait, c'est tout ça qui va faire que pour moi, les créateurs de contenu ne sont pas en danger avec ce genre de création. Par contre, là où ça va être fort, c'est que les gens vont être beaucoup plus efficaces pour créer du contenu. Et c'est là en fait que je me dis là maintenant, il y a peut-être des formations qui vont pleuvoir de partout parce que les gens ils vont commencer à débiter des formations 3 fois plus vite en fait. Parce que ChatGPT, franchement, quand tu crées du contenu, si tu sais l'utiliser correctement... Bah, tu veux rigoler, j'ai sorti mon premier livre ce week-end, 3h30. Ah bah voilà, c'est vrai. Ouais, non, je me suis dit, vas-y, challenge, je le fais. Et je m'étais dit, je veux une idée. Et j'ai fait, je vais le faire. Et donc, bah voilà, je lui ai demandé les idées, il me les a sorties. Et puis, je copiais-collais chaque idée. Je lui disais, développe-moi ça en une page A5. Puis, je faisais juste des copier-coller. Et j'ai même dit à ma copine, je fais, putain, j'ai la flemme de lire mon livre. Je fais le truc, il faisait 55 pages Word. Alors, elle me dit, non, il faut quand même que tu le lises au moins une fois avant de le publier. Je fais, franchement, j'ai la flemme. Tu voulais le publier sur Amazon? Je l'ai publié sur Amazon. Ici, il sort demain, je crois. Ils m'ont mis qu'il y avait un délai de 72 heures. Et j'étais là, je fais, vas-y. Et encore, j'ai perdu 30 minutes sur les 3h30 à créer mon truc Kindle sur Amazon, tu vois. Mais sinon, allez, si je prends vraiment le temps que ça m'a pris, 3 heures, j'étais là, je fais, qu'est-ce que ça vaut ça? Je mets 5,99 €, tu vois. Boum. Et je crois que ouais, il faudrait que j'aille vérifier, il est peut-être dessus, tu vois. Mais j'ai réussi à sortir un livre en 3 heures grâce à ce truc-là. Et je me suis dit, je m'en fous, je fais une vente. Juste pour le délire, je serais content, tu vois. Je m'en fous, je suis sûr que ça va pas forcément faire de vente. Mais c'est juste pour le délire, tu vois. Le lien dans la vidéo. Après, ça pour moi, c'est ça justement les dangers, les dérives de cet outil, par exemple pour les études, pour les travaux, etc. Là, c'est très compliqué, c'est très délicat. Et aussi, je ne sais pas si vous savez, mais ça a été bloqué plusieurs fois, ChatGPT, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à le craquer. Et en fait, ils utilisent ça pour monter des arnaques et tout. Ah ouais, parce qu'en fait, comme c'est hyper intelligent, ouais. Ça te donne tout, hein. Des techniques de psychologie humaine, enfin des trucs un peu fous, tu vois. Donc ChatGPT, pour moi, c'est un outil puissant, mais comme tout outil puissant, entre les mauvaises mains, ça peut faire des dingueries aussi. Donc voilà, très délicat. Je pense que de toute façon, ils veulent le cadrer, hein, l'utilisation de ChatGPT, hein, et ils ont raison, parce que de toute façon... Mais ils vont devoir le cadrer, je pense même que payant, les autorités derrière voilà, vont même pas payant, laisser. ça va pas changer grand-chose, mais je pense que on va arriver à un moment où ils auront quand tu seras inscrit, tu auras ta carte d'identité.
Et en fait, on va voir toutes les recherches que tu as faites, Ouais. simplement. Bah là, c'est le gouvernement américain qui a dit ouais, OpenAI, Ouais. du calme. Ouais. Du calme sur le lancement de ce truc-là parce qu'ils ne savent même pas contrôler et ils savent que ça peut très vite partir. Non, non, ça peut vraiment... C'est fou, hein. Franchement, moi, la première fois que j'ai découvert ce truc-là, j'ai passé 1 heure à taper des... Et j'étais choqué, tu vois. Je dis, mais c'est un truc de fou, en fait. Il était rapide à l'époque, maintenant il est lent. Mais à l'époque, il n'y avait personne dessus, c'était bien rapide. Et ouais, non, moi, je trouve que c'est un truc de fou. C'est une bonne invention, mais comme toutes les bonnes inventions, ça doit être cadré parce que les dérives, ça va être chaud. Ouais. C'est clair. Mais ouais, franchement, c'est bien résumé. Après, ici, j'ai mis un laps de temps, je vous ai écouté. J'avais entendu aussi que ça pouvait faire perdre des tafs. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Et j'ai regardé aussi le truc d'Oussama Hamar où il explique que des gens vont perdre leur taf et des gens vont être encore plus experts qu'ils le sont aujourd'hui parce qu'ils vont savoir maîtriser l'outil. Et il y a plusieurs manières de l'utiliser. Aujourd'hui, moi qui suis dans les campagnes Facebook, etc., je côtoie des gens, j'ai des clients qui me disent « Ah ouais, mais moi je gère Facebook. » « Ah ouais, comment ça tu gères? Tu fais des campagnes? »« Ah ouais, j'appuie sur le boost là. » Ah, mais c'est pas une campagne ça, tu vois. Et c'est là aussi où ça peut être intéressant, les gens qui vont mettre « Fais-moi un article de blog » et les gens qui vont aller plus loin, poser un tas de questions, faire l'article de blog et puis le retranscrire, le recorriger, enfin changer la grammaire, puis ensuite le vulgariser et là avoir un truc de dingue, tu vois. Donc ouais, ça va rendre des gens beaucoup plus professionnels et les gens, les amateurs, finalement, ça restera des amateurs. Non, mais moi, j'avais fait un test dessus et tu dis, ouais, moi j'avais fait un test pour voir, je dis, ouais, fais-moi un trailer pour une pub pour vendre ça. Il me fait le texte. Je dis, fais-le, mais moins aguicheur, moins vente, moins cheap. Il me refait un truc et je vois vraiment que c'est bien fait, tu vois, c'est vraiment moins cheap, tu vois. Et je dis, ok, mais tel point. Et en plus, le pire, c'est que c'est une conversation, en fait. Il retient ce que tu as dit avant. Donc, je dis, tel point développe. Il le développe. Et tu dis, ok, mais si tu devais faire ça, comme ça, comment est-ce que tu le ferais? Et tu dis, mais en vérité, puis fais une version finale. Il te fait une version finale. Tu te dis, mais en fait, le truc, c'est que si tu es malin et que tu sais comment utiliser et comment bien poser les questions, parce que beaucoup de gens ne savent pas bien poser les questions, mais si tu sais vraiment bien poser les questions, c'est vrai qu'en termes de création de contenu, de tout ça, ça va être une folie. Mais je pense que le vrai métier qui va être vraiment menacé, c'est tout ce qui est copywriter et tout ça, par exemple. Ça, ouais, peut-être. Et encore, un copywriter peut vraiment continuer à facturer, il utilise ChatGPT lui-même et puis c'est tout. Donc, C'est clair. Et perso, j'en connais pas vraiment. Donc, ouais, voilà. Donc, franchement, non, je pense que. Tu sais, en fait, aujourd'hui, pour moi, si on réfléchit comme ça, on peut réfléchir comme ça pour même toutes les formations. Parce qu'une formation, c'est quoi? C'est un concentré de choses qu'on a trouvé un peu partout, qu'on fait payer, mais on peut les retrouver gratuitement, parfois un peu à droite à gauche. Donc, je pense que l'être humain est naturellement fainéant. Et tant que l'être humain sera naturellement fainéant, tu feras de l'argent avec tout. Uber Eats fait de l'argent en donnant des plats à la maison. Hein. Et tu peux aller chercher ton plat toi-même au final. Hein. Donc, ouais, puis on voit le mal partout aussi. ouais. Les gens voient ChatGPT au lieu de s'intéresser. Ouais, c'est directement dans la catégorie des choses négatives. Mais après, il y a 2 mots dedans qui sont compliqués. Hein. Intelligence. Donc déjà, c'est l'intelligence. Non, mais c'est vrai. Tout ce qui est intelligent, je dis, moi, je suis pas intelligent, c'est pas un truc pour moi. Et artificiel, donc c'est faux. Ouais. C'est quelque chose de mal vu. Hein. Dubaï, on n'aime pas parce que c'est artificiel. Le mot artificiel a une connotation négative. Donc intelligence et artificiel dedans, on pense directement au film où on a créé un robot qui devient méchant, qui tue tout le monde. Enfin, tu vois, on va dire, voilà, tu vois. Donc du coup, quand allez parler de ça à vos parents, vous allez voir qu'ils vont vous dire, oh, c'est quoi encore ce truc? J'ai essayé d'expliquer à ma mère comment ça fonctionnait. Voilà. Elle n'a rien écouté. Ouais, voilà, c'est ça. Et pourtant, le pire, c'est que c'était un minimum ouvert. Ouais. Je dirais, mais c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, c'est essayer de se dire, toujours le mindset, hein, se dire, ok, là j'ai un nouvel outil, si je veux faire partie de la bonne partie de la population, il faut que j'essaie de l'apprendre à l'utiliser. Et comment est-ce qu'il peut être à mon service, c'est peut-être pas l'inverse ou autre, mais vraiment, ok, comment est-ce que je peux utiliser ce nouvel outil à ma disposition, quoi. Et moi, perso, ça, c'est ma hantise. Donc là, j'ai 34 ans. Et je me suis toujours dit, je ne veux pas vieillir comme ça. Un jour, j'ai 40 ans et j'ai les trucs des jeunes. Moi, je ne veux pas savoir les trucs des jeunes. Je veux pas. Ça, c'est ma hantise. Tu termines comme ça, c'est chaud, tu vois. Mais on parlait de ça tout à l'heure avec TikTok. C'est un truc de fou. Ouais, voilà, tu vois. Tu sais que moi, mes collaborateurs, ils ont en moyenne d'âge, ils ont 25 ans. Et même moi, ma communauté, c'est aussi des jeunes. Et j'ai même des amis qui sont jeunes. Et moi, je me suis toujours dit, je dois rester connecté. Parce que, en fait, quand tu vieillis comme ça, tu as les connaissances et la sagesse. Mais si tu n'es pas au courant de ce qui se passe maintenant, tu ne peux même pas l'utiliser, en fait. Donc, c'est fou, en fait. Tu vois, tu passes à côté de choses, mais
Moi, je trouve ça déconné, tu vois. Et personnellement, vieillir comme ça, je trouve que c'est chaud. Ou que t'es pas connecté, tu vois. Il y a des dingueries qui sortent comme ça et toi, t'es là, ouais, non, les trucs de jeunes, je passe. Ouais, TikTok, là, c'est pour les gamins. Alors qu'il y a des gamins qui font de la thune sur TikTok, tu vois. Même toi, t'es là, ouais, non, c'est pour les gamins, ça. Instagram, ça sert à rien, ça. T'es encore sur Facebook et tout, non, c'est. Mais j'ai beaucoup été comme ça. Où je te jure, il y avait un moment, j'étais là, TikTok, mais c'est pour les gamines de 18 ans, pour se maquiller devant la glace et tout. Et ouais, il y a un moment où l'évidence te rattrape et t'es obligé à un moment, si tu veux même l'utiliser pour ton business, te mettre dessus, etc. Instagram, pareil, je publiais pas de photos, etc. Et c'est surtout grâce à Anthony, il me dit, faut que tu fasses quelque chose. Enfin, ton compte, il ressemble à rien, ça fait pas pro. Fais une publi au moins une fois de temps en temps. Alors, il me pousse à faire des stories, etc. Il a raison, mais tu vois, de base, c'est pas dans mon caractère de faire ça. Bien sûr. Mais je sais qu'il faut que je me force parce que c'est utile plus pour le business. Moi, avec mes potes, on appelle ça des phrases de vieux cons. Quand tu dis ça c'est pour les gamins, ça c'est pour les machins, et on dit il faut pas sortir des phrases de vieux cons. Parce qu'en fait c'est fou de te dire que, rappelez-vous qu'on avait 18 ans, on disait ça des adultes. Et en fait tu te retrouves à toi à dire des phrases comme ça, tu vois. Et tu sais ce qui ratait à l'époque, tu te dis mais en vérité, en fait tu peux pas reproduire le même schéma alors que tu sais qu'il est pas bon, tu vois. Non, pour moi personnellement c'est un challenge. Ne jamais être décalé des nouveautés, parce que franchement, quand tu vois aujourd'hui, même un exemple très simple avec la crypto qui a eu ses hauts et ses bas, etc., on connaît. Mais combien de gens ont dit, ouais, votre truc, votre bit, je sais pas quoi, je veux rien savoir de ça, Bitcoin, je sais pas quoi. Mais il y avait des coups de malade à faire là-dedans, tu vois. Ouais, il y en aura toujours de toute façon. Mais à l'époque, c'était tellement facile, tu vois, c'était tellement, t'achètes juste un truc, t'attends et puis c'est tout, tu vois. Par exemple, commencer à connaître. T'as fait un gros coup dans. Je te coupe. Ouais. T'as fait un gros coup dans les cryptos à nous raconter. Crypto, tu vois, en Belgique, c'est compliqué d'en parler, hein. Donc, ouais. Ça vaudra cut, ça. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais la crypto, non, en Belgique, ça, c'est compliqué d'en parler, ça. Mais j'ai découvert le Bitcoin à $400, donc ça va, c'était cool. J'ai l'impression que les gens de Bruxelles ont découvert les crypto-monnaies plutôt que les gens du Hainaut. Enfin, en tout cas, nous, on vient de Mons, mais je sais pas, j'ai l'impression que même, tu vois, on parlait de la Belgique, des États-Unis, mais il y a les États-Unis, Bruxelles et puis Mons, tu vois. Mais franchement, non, même. On a encore un temps de retard à je chaque dirais fois. même que pour moi, même, hein, honnêtement, je sais pas si, en termes de business, parce que je parle pas avec eux, mais en termes de vie générale, les néerlandophones sont plus proches des États-Unis. Hein. Ouais, quand tu vas déjà à Anvers et quand tu vas en Hollande, je peux te dire que dans leur tête, c'est les States. Hein. Ça parle anglais déjà et c'est les States dans leur tête. Hein. Ils sont aux États-Unis, eux. Hein. Donc, je sais pas, Bruxelles, ça dépend. Bruxelles, ça reste francophone, donc pour moi, voilà. Mais après, non, c'est juste que j'ai des amis qui sont très connectés. Et c'est vrai que moi, on a parlé du BTC, il était à $400 à l'époque. Et c'était en vacances, on m'expliquait le système, etc. J'ai dit, ah ok, on a mis des billes dedans, et puis voilà. Mais c'était plus par hasard, quoi, plutôt qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est fou, hein, cette histoire. Hein. C'est fou, ces opportunités. On va rester évasif. Mais un exemple, quelqu'un qui a fait de l'argent avec ça, encore une fois, si tu n'as pas le mindset, si tu n'as pas la faculté à faire de l'argent derrière, etc., oui, tu as fait un coup, mais aujourd'hui, tu es où? C'est tout, t'as plus rien. Tu vois? C'est pour ça que moi, j'aime pas trop, j'aime pas trop quand c'est basé sur la chance, parce qu'en fait, tu peux pas dupliquer, en fait, tu peux pas le répliquer dans une carrière. C'est-à-dire que c'est trop court, en fait. Tu fais un coup, tu as peut-être fait, je sais pas moi, même 400, 500, 600 000 balles, on va dire, ouais, c'est beaucoup, mais non, sur 5 ans, c'est 100 000 euros par an, en fait, tu vois. Après, même les gens qui ont peut-être investi tôt dans le Bitcoin, il faut avoir des connaissances, en parler avec des potes qui sont dans le même délire, avoir, entre guillemets, la paire de couilles pour dire je vais investir dessus, je prends des risques, tu vois. Bien sûr. Qui va dire je vais aller l'époque, placer à l'époque, tu vois. Je vais même aller mettre 100 euros sur un truc que personne connaît, tu vois. Il faut déjà avoir, tu vois, un mindset, entre guillemets, Bien sûr. d'entrepreneur pour dire vas-y, je mets une bille dessus, tu vois. C'est ça, bien sûr. Parce que tu sais, pour le même prix, tu dis probablement, je vais jamais le revoir, tu vois. Bien sûr. Donc tout ça, ça fait aussi partie du mindset de même le faire tôt. Ok, tu fais peut-être un beau coup, il faut déjà avoir tout cet environnement, le fait d'aller mettre sa bille dessus, etc. Fallait mettre tôt. Fallait mettre sur la bonne plateforme pour pas te faire hacker. Et là, je peux dire que voilà. Fallait réussir à retirer ton argent. Quand tu mets, fallait aussi retirer au bon moment. Fallait vendre au bon moment. Voilà, fallait retirer au bon moment. Parce que moi, j'ai failli le faire, mais il était à 4000, tu vois. Et encore, je me suis dit, ouais, je le fais.
je le fais pas. Et j'ai Ouais, pas bien fait, sûr, tu vois. bien sûr, bien sûr, Parce bien que sûr. et j'en avais vaguement entendu parler. Et la personne qui m'en a parlé, il s'était acheté une Tesla à l'époque, je crois, avec. Bah, il s'était fait 80 000 euros, tu vois. Mais juste, voilà, il a mis 10 000 balles dessus, ça fait 1 x 8, il a revendu. Il a pris 70K. Mais ça, C'est en un fait, cadeau, tu tu vois. Là, tu viens de donner le profil type du gars con, tu vois. Ouais, Non, mais c'est. je dis pas. Non, mais c'est pas ça parce Mais qu'il ne pouvait pas savoir derrière. c'est Mais ça, il savait pas. dans tous les cas, ok, tu as fait un coup. Mais est-ce que ça a drastiquement changé ta vie? Alors que si tu as créé des skills qui permettent de faire 70K, 70K, pas une fois sur BTC, mais tous les 6 mois, par exemple, pendant 15 ans. Tu vois, c'est pour ça que je dis, moi, je préfère les skills parce que l'argent, ça vient, ça part. Mais quand tu as les skills, tu vas toujours refaire de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit que le conseil que j'ai à un jeune, c'est tes skills. Parce que tes compétences, ce que tu sais faire, ça va rester et tu pourras toujours capitaliser là-dessus. Alors que les coûts, ça vient, ça part, tu ne contrôles pas. Mais il y a une anecdote marrante là-dessus. C'était avec Oussama Hamar. Et c'est un jeune qui le contactait toujours pour lancer des business. Mais petit jeune, il avait genre 18 ans, tu vois. Et Oussama, il en avait marre. Il lui dit, écoute, je te laisse 6 mois. Tu dois faire 100 000 euros avec les cryptos. Reviens me voir dans 6 mois. Si tu les as fait, on parlera business. Et genre, il était choqué, il rigolait. Et puis, il dit, 2 mois après, il est revenu vers moi et il avait fait les 100K. Et il était choqué. Et du coup, il dit, ouais, rien que dans sa façon de parler, il avait déjà gagné en crédibilité, tu vois. Ah ouais, Et, ouais. Ouais, il lui avait dit Juste, de faire toutes les ICO. ouais, je crois. il avait Il lui travaillé dit, ses ça va skills, te mettre tu vois. 1 an, mais tu fais toutes les ICO sur les cryptos que tu vois et tu vas te faire 100 000. Et le mec, ouais, était revenu, je crois, après 1 mois. Ouais, 1 mois ou 2. Et juste, il avait bossé ses skills et il s'était déter sur le truc à un niveau, à mon avis, comme personne. Mais Non, les ICO, en fait, il y a eu un moment, c'était la folie. Le seul problème avec les ICO, c'est que comme c'est décentralisé, tu avais aussi des scams, des faux projets qui sortaient jamais, etc. Mais les ICO, c'était une folie. Hein. Ça, c'était Ouais, y a c'était des les gens pires qui ont fait de héros. l'argent avec ça. Quand les gens commençaient à acheter du Bitcoin en disant « ouais, je suis dans la crypto », les vrais gens, ils faisaient des ICO. Et là, je peux te dire que tu faisais des vrais coups. Hein. Tu achetais les monnaies avant qu'elles sortent sur les exchanges, c'était une folie. Ça sortait à x15, x20, des trucs de fou. Hein. Ouais. Tu mettais des slots là, de 10 000 balles dessus, c'était une folie. Hein. Ces ICO, c'était une folie. Puis après, il y a eu que des scams, ça s'est un peu calmé. Puis après, il y a eu les NFT. Puis c'est pareil, il y a eu que des scams, les gens se sont calmés. Mais ouais, c'est toujours la même chose. Hein. Et aujourd'hui, le Bitcoin, il a 20 000 et on en parle. Et demain, Ouais, il sera ça se peut-être à trouve, 200 et on dira. Ouais, c'est ça. Mais après, encore une fois, c'est ça. Tu peux pas surfer sur toutes les vagues, tu peux pas prendre tout. il faut se former et avoir un plan d'action. Ouais. Pas juste jouer au loto comme avec les crypto-monnaies. Parce que c'est pareil. Hein. Combien de personnes ont dit, ouais, je vais mettre dans les cryptos. Ouais, mais tu t'es formé, tu t'es informé, tu suis des chaînes sur les marchés financiers. Non. Mais on m'a dit qu'on faisait des fois 10, tu vois, c'est la même chose. Et aussi, le problème, c'est que ça, c'est propre à l'investissement en général. Mais la crypto, c'est très simple. C'est quand personne n'en parle que tu te positionnes. Et c'est quand tout le monde en parle que tu vends. Et tout le monde fait l'inverse. Par exemple, aujourd'hui, c'est mort la crypto. Personne n'en parle. Et moi, c'est parce que j'ai pas le temps en ce moment. Ça m'intéresse pas maintenant. Mais j'en suis sûr qu'il y a des cours en ce moment. Sûr et certain. J'en suis sûr. C'est toujours comme ça, en fait. Quoi, le truc, ça achète la rumeur, vend la Mais nouvelle ouais, c'est toujours la même chose. Ouais. Achète la rumeur et vend celle de news. Et j'en suis sûr que là, maintenant, il y a des coups, il y a des positions à prendre, etc. Et quand ça va commencer à péter, que la hype va remonter, tu revends justement aux idiots là, qui arrivent maintenant pour essayer de prendre leur billet. Les premiers ils vont quand même prendre un petit billet et après les autres, ils vont tous perdre. C'est toujours la même chose. La crypto, on connaît la chanson, tu vois. Mais ceux qui viennent au tout début, moi, j'en rappelle toujours le dernier bull run qu'il y a eu. Je commençais à en parler avec un ami et il me dit « T'es venu après la guerre ». Je dis « Comment ça ?» Ah, merde. Il dit « La guerre elle a déjà commencé à 6 mois ». Je dis « Mais t'es sérieux ?» Il dit « Non ». Il dit « Là, c'est trop tard ». Et je dis « Ok, ben laisse tomber ». Et c'est vrai que 5 mois plus tard, au début, tu te dis « Ouais, mais ça monte quand même ». Il dit « La guerre, elle est finie ». 5-6 mois plus tard, c'était finito, le feu était éteint. Mais je pense que c'est ça, en fait. C'est ça qui est dur. C'est comme l'entrepreneuriat, en fait. C'est d'être un peu à contre-courant. C'est que quand tout le monde est chaud, faut pas aller dedans. Et quand tout le monde est froid, dit ouais, c'est de la merde, j'ai perdu de l'argent, etc. C'est là qu'il faut s'intéresser. Aller sur les chaînes YouTube où il n'y a pas de vues parce que personne ne s'y intéresse. Commencer à chercher quelle monnaie acheter, quel truc va sortir, quel projet. Après, tu parlais tantôt de l'immobilier comme étant un vrai métier parce que ça prend énormément de temps. Et moi, j'avais eu un peu ça avec la crypto. Moi, je m'étais renseigné et je me suis dit, waouh, le monde parallèle qu'il y a sur le côté. Bien sûr. Parce que tout comprendre,
être à l'affût des nouveaux projets, suivre peut-être les personnes qui t'en parlent sur leur chaîne, etc. Ben, en fait, franchement, je bouffais 4-5 heures par jour Ouais, et j'étais là, je connais rien. Et j'avais l'impression, je connaissais ce petit morceau de glace-là, et il y avait un iceberg et je le regardais comme ça en mode ah ouais, la crypto, c'est pas juste le Bitcoin en fait, c'est tout ça. Et donc là, soit tu te dis ok, ben, je me professionnalise dans la crypto, mais alors t'es parti, tu t'achètes un nouveau métier. Voilà. Et donc moi je m'étais dit ouais, tu sais quoi, je vais faire 2-3 petits trucs, mais sans plus. Mais je m'étais dit je vais me concentrer sur mon immobilier que ça je connais. C'est ça. Et laisser la crypto en mode si jamais un jour je retournais dedans, je vais faire du bête et méchant, un peu comme on parlait de la bourse avec les ETF. J'achèterais juste Bitcoin et juste point barre, quoi, tu vois. En fait, c'est ça le souci, c'est que je pense que quand tu as un mindset un peu ouvert et que tu te renseignes, moi, comme j'ai toujours dit, en fait, il y a l'argent dans tout. Il y a l'argent dans tout, en fait. Tu sais, les gens ils disent, ouais, quel business marche? Mais tout marche. Tout marche. Il y a des gens, tu vas sur YouTube, il y a des gens qui vont te montrer qui font 50 000 balles par mois avec du detailing en nettoyant des voitures. C'est vrai en plus, il y en a. Hein. Tu tapes, tu vois. Et en fait, c'est là que tu te dis, mais toi, tu vas dire, ouais, mais nettoyer des voitures, machin. Bah ouais, mais il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Et le pire, c'est que ce type, il explique comment il fait, le gars. Il t'explique tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'argent dans tout, mais le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a un moment, tu ne peux pas tout faire. Comme on parlait tout à l'heure de certaines personnes, justement. Il ne faut pas commencer à vouloir manger dans toutes les assiettes. Parce qu'en fait, des fois, les gens, ils voient l'assiette, elle est pleine, ils disent, oh, je veux manger là, je veux manger là, je veux manger là. Non, choisis une assiette et mange là, et puis c'est tout, en fait. Tu vois, parce qu'au final, tu es dans ton immobilier, tu maîtrises, tu connais bien, ça te plaît, et ben fais ton argent là-dedans. Mais si tu veux à chaque fois aller dans le nouveau truc où il y a de l'argent dedans… Ouais, tu t'éparpilles. Et t'es nulle part. Mais ouais, et tu fais jamais tout à 100%. Même là, le projet dont on parlait tout à l'heure, il l'a fait, mais c'est pas bien fait, tu vois. Parce que justement, tu peux pas être partout en même temps. En fait, faut pas trop se disperser. Pour moi, moi j'aime bien par exemple tout ce qui est mentoring, coaching, etc. Je reste dans cette énergie-là, en fait. Je vais pas commencer demain à me dire, je vais commencer à acheter des maisons, les rénover. Tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure, justement, peindre les plafonds. Non, c'est pas mon truc. Mais il faut juste choisir, en fait. Tu choisis ta niche et tu restes dans ton énergie, en fait, dans la même logique, en fait. Et ça, je trouve que c'est important. Ouais, je te rejoins là-dessus. Allez, c'est top. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Et on te remercie déjà, Julien. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Encore merci, c'était top. Et franchement, c'était top. Tout ça dans une ambiance super cool et chaleureuse en plus. Ouais. Ambiance détendue. Donc voilà, j'espère aussi que le petit podcast vous a plu et on se retrouvera très prochainement avec d'autres invités pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce et de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Évidemment. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez.